Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la longue absence, j'étais en vacances, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et on va parler cette fois du dernier film de Darren Aronofsky. Un réalisateur pour le moins clivant, mais qui je dois dire est peut-être un de mes préférés. Et ce, bien que je ne sois pas un immense fan de tous ses films, j'ai d'ailleurs pas tout vu, il me reste encore Pi et The Wrestler, mais en tout cas c'est un vrai auteur avec une vraie patte, une vraie esthétique, qui plaît ou qui ne plaît pas, et dans mon cas qui me plaît beaucoup. On ne va pas revenir sur tous ces films, d'autant plus que par exemple The Fountain, je suis complètement resté en dehors, et que Requiem for a Dream, quand bien même je l'ai apprécié, il n'a pas eu autant d'impact, peut-être parce que je l'ai découvert que très récemment et pas étant ado. En revanche, parmi mes 3 films préférés, on retrouve Black Swan, l'histoire d'une danseuse étoile incarnée par une Natalie Portman complètement habitée et qui va peu à peu virer dans la folie, et qui reprend pas mal d'éléments du Perfect Blue de Satoshi Kon, si on est complètement honnête. D'ailleurs, je vous recommande ce dernier. Sa relecture de Noé en version conte fantastique que je trouve beaucoup trop sous-cotée. J'aime comment il va réinterpréter ses écrits de la Bible et y apporter une vraie réflexion à la fois sur la foi, sur l'orgueil, sur l'homme et sur Dieu lui-même. C'est sans doute un des films auxquels on pense le moins lorsqu'on évoque Darren Aronofsky, et pourtant il est super intéressant. Et enfin mon préféré, que dis-je, un de mes films préférés, Mother. L'histoire de Jennifer Lawrence en couple avec Javier Bardem qui vit dans une petite maison bien isolée jusqu'au jour où va débarquer Ed Harris et Michelle Pfeiffer et que ça va partir en couille. Mais genre grave en couille. Un des films les plus fous et suffocants que j'ai pu voir, qui est à la fois d'une incroyable richesse et d'une maîtrise dans la mise en scène, vraiment je vous le conseille. Et donc avec tout ça, j'étais vraiment impatient de découvrir le nouveau projet de Darren Aronofsky. D'autant plus que la bande-annonce laissait penser que l'ambiance allait être un peu différente de ses autres films. Alors est-ce le cas? Voyons ça tout de suite avec la critique de Prise au piège, ou en anglais, Caught Stealing. What the hell happened? Eh ben, c'était très cool. Caught Stealing, c'est l'histoire de Hank, un ancien joueur de baseball un peu paumé qui vit sa petite vie tranquille avec sa petite amie, jusqu'au jour où son voisin qui part précipitamment lui demande de garder son chat. Il est alors loin de l'imaginer que ce petit geste anodin va lui mettre sur le dos tout un tas de gangsters, tous aussi cinglés les uns que les autres. Le mot qui prime à la sortie du visionnage, c'est vraiment efficacité. Le film ne perd pas de temps. Dès le départ, on va nous présenter Hank, Austin Butler qui est excellent, et d'ailleurs ça fait plaisir de le retrouver dans un rôle plus nuancé après un Dune où il était vraiment très monolithique. Et le métrage arrive très vite à nous le caractériser et nous le rendre très attachant. C'est un mec qui est drôle, on sent qu'il est apprécié par les clients et par son patron qui lui fait confiance pour garder la recette du bar, montrant qu'il est également impliqué dans la vie de son entourage, ce qui est d'autant plus appuyé par un SDF qui vit en bas de chez lui et avec lequel il a plusieurs échanges, voire lui donne de la nourriture et des vêtements, mais c'est également quelqu'un d'attentionné qui ressent le besoin d'appeler régulièrement sa mère pour discuter de son équipe de baseball préférée qui est en train de perdre le tournoi, y compris quand il est dans un état où il ne peut absolument pas parler. Et c'est un mec qui sait faire preuve d'une grande tendresse. On le voit avec sa petite amie jouée par une Zoe Kravitz, toujours aussi super. Une petite amie avec un caractère bien trempé, et entre les deux, il y a une alchimie qui marche du tonnerre. Une alchimie à la fois émotionnelle, mais aussi sensuelle et sexuelle. Ce qui est une première dans le cinéma d'Aronofsky. Mais un protagoniste qui a aussi des failles, puisque comme je le disais, c'est un ex-joueur de baseball qui a dû arrêter parce qu'il a été blessé au cours d'un grave accident de voiture. Accident dont il subit encore le stress post-traumatique, à tel point qu'il a des cauchemars et qu'il est alcoolique. Élément qui malheureusement n'est pas vraiment utilisé dans le film, ce qui est dommage parce que dès le tout début du film, il va perdre un rein. Il aurait pu donc avoir un enjeu autour du fait que toutes ces mésaventures le poussent à boire, ce qui est dangereux pour sa santé vu qu'il n'a pas de rein. C'est jamais utilisé. Cependant, malgré ses traumas et le fait qu'il ait tendance à se réfugier dans l'alcool, on ne tombe pas dans la caricature de l'épave qui peut rapidement devenir désagréable, etc. Au contraire, il a des failles qu'il cache derrière son côté beau gosse sympathique, mais ce n'est pas une personnalité qui se crée, il est réellement sincère et généreux de base. Ça crée un personnage nuancé, complexe, avec des défauts, mais fortement attachant. Et comme je le disais, le film n'a pas le temps. En 5 minutes, notre couple est présenté. À la 6e minute, le voisin, joué par un Matt Smith au look improbable et au côté très pathétique, donne le chat à Hank et lui dit « je dois m'en aller ». 2 minutes après, débarquent des Russes qui vont lui fracasser la gueule. Et de cette façon, le film va très vite installer les différents personnages qui vont tourner autour de Hank. Au voisin punk à chien, ou plutôt punk à chat, et les 2 Russes qui aiment taper avant de parler, on peut ajouter une policière pugnace jouée par Regina Hall, un Bad Bunny en faux petit caïd, ou encore 2 tueurs à gages juifs psychopathes joués par Vincent D'Onofrio et Liv Schreiber. Notez au passage le super casting, ils sont tous excellents et ont l'air de s'éclater. Des personnages un peu plus stéréotypés, voire caricaturales, mais qui permet de créer un décalage avec notre couple. Ce qui permet de mettre en avant une des autres forces de ce film, son humour. Un humour de décalage, donc, comme je disais, qui est énormément basé sur des joutes verbales et des punchlines. Et si le scénario démarre au quart de tour, ce n'est absolument pas pour se laisser reposer sur ses lauriers.
Le film est vraiment bien rythmé, il ne laisse jamais une situation s'installer trop longtemps et va toujours trouver un moyen de renverser les rapports de force et donc relancer l'intérêt du spectateur. Le film également use de son humour pour jouer sur les ruptures de ton avec des accès de violence. Il n'hésite pas à écarter ses personnages dans le sang, toujours encore dans ce souci d'efficacité et de faire évoluer la situation. Et alors que le métrage aurait pu se reposer juste sur cet humour et cette efficacité, en plus il est bien mis en scène. D'un point de vue technique, il n'y a rien à dire, c'est bien cadré, bien éclairé, et il y a un ou deux plans qui m'ont marqué. Je pense en particulier à un travelling entre les immeubles tandis que Butler est accroché à une façade. Vraiment, c'est très bien emballé, joué, drôle, divertissant, efficace. C'est un très bon film de Guy Ritchie. Oh, on en arrive à la raison pour laquelle je voulais parler du film. Parce qu'en l'état, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je suis sûr que vous allez passer un bon, voire très bon moment. Mais la question est celle-ci. Si Code Stealing est un bon film, est-ce que c'est un bon film de Darren Aronofsky? Qu'est-ce qui nous amène à aller voir tel ou tel film? Vous me répondriez, c'est celui qui m'attire le plus, c'est celui qui a l'air le plus divertissement, et vous auriez raison. Mais ce serait un peu resté en surface. On pourrait plutôt répondre que c'est une histoire, que c'est une ambiance, que c'est une esthétique. Et tout ça, en principe, c'est déterminé par la personne qui réalise. Quand le nom d'un réalisateur ne sert pas lui-même d'argument marketing, on n'a qu'à voir Christopher Nolan. Et comme je le disais, Darren Aronofsky, c'est un réalisateur qui est clivant, qui a un ton assez sombre, qui a des thématiques sérieuses, qui installe une ambiance pesante. Et pourtant, depuis le début, je vous parle d'humour, je vous parle de divertissement bien emballé et efficace, basé sur des joutes verbales. Dans la forme, on a davantage l'impression de retrouver les gimmicks du réalisateur de Snatch. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça peut être déceptif. Quand vous allez dans un musée sur Léonard de Vinci, ce n'est pas pour le voir faire du Picasso. On pourrait alors se demander pourquoi Darren Aronofsky a tenu à réaliser ce film. Est-ce que c'est parce que dans le fond, on retrouve les thèmes qui lui sont chers? C'est plus compliqué. Un des éléments qui revient le plus dans sa filmographie, c'est le rapport à la religion. Dans Pi, Max cherche Dieu dans les nombres. Noé, c'est littéralement une adaptation directe. Dans Mother, c'est omniprésent, mais je n'en dis pas plus. Et dans son dernier film The Whale, il y a tout un débat avec un mormon autour de l'homosexualité, du suicide, etc. Ici, c'est à peine effleuré. On a bien les personnages de Vincent D'Onofrio et Lee Schreiber qui sont des juifs pratiquants et des tueurs à gages, mais cette dichotomie n'est jamais plus relevée qu'à travers un dialogue. Il n'y a jamais de réflexion sur leur double standard, sur l'hypocrisie qui veulent que pendant Shabbat, ils ne puissent pas conduire et utiliser l'électricité, mais que ça ne les dérange pas de provoquer un massacre. Un autre élément récurrent, c'est la spirale infernale dans laquelle s'enfonce le protagoniste et généralement qui est responsable de sa propre chute. Dans Pi, c'est la démence, dans Requiem for a Dream, c'est la prise de drogue, dans Black Swan, c'est l'ambition, dans Noé, l'orgueil, dans Mother, c'est un cas à part, mais c'est présent. Encore une fois, Mother, j'en parle pas trop, je le garde de côté, juste au cas où. Ici, déjà, Butler n'est pas responsable du départ de la spirale, mais même dans la façon dont les événements vont s'aggraver, ce ne sera jamais de sa faute. Certes, il subit et morfle pendant tout le long du film, ça pour le coup c'est du Aronofsky, mais il n'est en aucun cas le point de départ du dérapage de la situation. Et la situation ne va se dégrader que à cause des personnages qui l'entourent, jamais directement à cause de lui. Bon, ok, peut-être qu'il fait une ou deux petites erreurs, mais vraiment, la raison pour laquelle la situation empire, c'est parce que les autres sont complètement cinglés. Et même dans cette idée de spirale infernale, d'Aronofsky est quand même vachement soft. La raison principale pour laquelle des gens détestent le cinéma d'Aronofsky, c'est sa capacité à aller dans le côté too much, au point, dans les dernières minutes de ses films, d'aller dans la surexagération du malheur de ses protagonistes, au point d'en devenir suffocant, voire douloureux pour le spectateur. Les deux meilleurs exemples étant le climax de Requiem for a Dream et le sort qu'il réserve à ses quatre personnages, et une fois encore les 30 dernières minutes de Mother qui sont l'enfer sur Terre. J'ai jamais été aussi mal dans une salle de ciné de ma vie. Mais ici, et ce bien qu'il se passe des événements violents et graves, je trouve le tout beaucoup plus gentillé, beaucoup plus atténué par l'humour. Il y a moins d'impact puisque le film ne va pas s'apesantir et va enchaîner avec des blagues, là où Aronofsky aurait fait preuve d'un premier degré. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'humour, attention, je ne dis pas que les situations sont gâchées par l'humour, je dis juste que c'est le ton global du film qui a un côté beaucoup plus enjoué et divertissant, qui amoindrit l'émotion. Et ça a peut-être déjà tiqué pour certains d'entre vous, mais au début du film, je parlais de l'attachement que l'on avait pour le couple. Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'attachement pour un des personnages des films d'Aronofsky ? Ou plus précisément, est-ce que vous avez déjà ressenti que lui avait de l'attachement pour un de ses personnages? Les films de d'Aronofsky, ils sont violents, dérangeants, ne vous laissent aucun répit, mais surtout, ils sont noirs et sans espoir parce que du point de vue de notre Darren, on est de sombres merdes. Aronofsky, c'est un misanthrope. Il a une piètre opinion de l'être humain. Alors le voir afficher une image aussi positive du couple Butler-Kravitz, voire de l'affection, ça fait bizarre. En voyant Code Stealing, j'ai l'impression qu'après l'échec de Mother, qui était un projet extrêmement personnel, et le succès d'estime de The Whale,
il s'est senti obligé de faire un film plus grand public, plus abordable, moins lui. Et certes, ça donne un bon film encore une fois, mais est-ce que ce n'est pas triste qu'un réal avec une réelle personnalité se lisse pour satisfaire tout le monde? Est-ce là le futur du cinéma, devoir contenter le public et ne plus avoir d'artistes qui sortent de la masse? Votre réception du film dépendra vraiment de vos réponses à ces questions. Si vous n'attendez du cinéma qu'un divertissement bien emballé, fun et efficace, et c'est pas du tout un reproche, alors vous serez comblé. Co-styling et tout ça. En revanche, si vous êtes là pour la nouvelle œuvre d'un réalisateur dont vous aimez le style, il se pourrait que vous soyez déçu. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, dites-moi ce que vous avez pensé du film. On se retrouve très vite pour de prochaines critiques, j'ai une grosse vidéo aussi en cours dont je viens juste de finir le script. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma regarder des films, bye.